À minuit 10, Mark Anderson plongea dans les eaux fraîches au large de la Colombie-Britannique, sans se douter qu'un jour ordinaire de septembre allait bouleverser sa vie à jamais. Fort de plus de 10 ans d'expérience en plongée, de centaines de plongées et de milliers d'heures de séquences sous-marines, rien ne l'avait préparé à ce qui allait se produire. Ce jour-là, la visibilité était excellente, environ 30 mètres. Bien que l'eau fût froide, à seulement 12 degrés Celsius, elle était étonnamment claire. Mark nageait tranquillement à travers la forêt de varech, pointant sa caméra vers les étoiles de mer brillantes éparpillées sur le fond rocheux. Un petit groupe de concombres de mer attira son attention, et il décida de prendre quelques gros plans. C'est à ce moment-là qu'il le sentit un changement subtil dans le mouvement de l'eau. Quelque chose de grand se trouvait à proximité. Mark se retourna lentement, s'attendant à voir un phoque curieux, ou peut-être un petit orque, deux espèces courantes dans ces eaux. Mais ce qu'il vit le stupéfia. À seulement quelques mètres de lui se trouvait un jeune orque à la bosse, long de 4 mètres tout au plus. Son comportement était étrange, rien à voir avec la grâce majestueuse habituelle de ces animaux. Le baleineau bougeait de manière erratique, regardant sans cesse en arrière vers le plongeur, comme pour vérifier s'il le suivait. Ses petits yeux étaient d'une expressivité inhabituelle pour une créature aussi grande, exprimant de l'anxiété et un appel à l'aide. Mark retint son souffle et alluma sa caméra. Une interaction aussi proche avec une baleine sauvage était incroyable, mais cet animal ne semblait pas intéressé à être filmé. Il s'approcha encore plus, sa nageoire massive frôlant presque Mark, puis dévia soudainement en un large arc, pour revenir ensuite. Cela se répéta plusieurs fois, devenant de plus en plus évident, la baleine essayait de communiquer quelque chose. Après le 5e ou 6e cercle, le baleineau changea brusquement de direction et s'éloigna. Après une vingtaine de mètres, il s'arrêta et se retourna, comme pour vérifier si Mark le suivait. Mark hésita. Suivre un animal sauvage en pleine mer pouvait être dangereux. Mais quelque chose dans le comportement persistant, presque désespéré de la baleine, le poussa à prendre une décision. Après avoir vérifié son manomètre et sa boussole, Mark suivit son guide inhabituel. Ils nagèrent vers le nord-est, s'éloignant de la côte. L'eau devenait plus profonde et plus sombre. Tous les 30 à 40 mètres, la baleine s'arrêtait, laissant le temps au plongeur de la rattraper, confirmant ainsi qu'il la suivait toujours. Après plus de 500 mètres, ils atteignirent une vallée sous-marine. Là, dans des eaux peu profondes, Mark vit quelque chose qui glaça son sang. Une baleine à bosse adulte, d'au moins 14 mètres de long, était presque immobile dans l'eau. Quelque chose recouvrait son corps, une étrange masse grise. En s'approchant, Mark comprit qu'il s'agissait de balanes. Mais ce n'étaient pas les petites grappes habituelles observées sur les baleines. Elles formaient des couches épaisses et continues, atteignant plusieurs centimètres d'épaisseur à certains endroits. Elles couvraient presque tout le corps, ne laissant que de petites os autour des yeux et de l'évent dégagé. Le baleineau s'approcha de la grande baleine, probablement sa mère, et la poussa doucement, comme pour la faire bouger. Mais elle ne donna qu'un faible coup de queue. Même à travers l'eau trouble, Mark pouvait voir que sa respiration était difficile et irrégulière. Il s'approcha sans attendre. Ses mains tremblaient lorsqu'il tira un couteau en titane de sa ceinture. Une telle quantité de baleines indiquait que la baleine était gravement malade. Normalement, leur système immunitaire empêche une telle prolifération de parasites. Quelque chose affectait sérieusement ce majestueux animal. Mark commença prudemment à détacher les plus grosses baleines. C'était un travail à la fois délicat et ardu, il devait éviter d'endommager la peau de la baleine tout en exerçant une force importante pour retirer les parasites fermement attachés. Le baleineau ne s'éloigna pas, tournant autour et émettant parfois des sons profonds résonnant sous l'eau. Sa mère bougeait à peine, ne clignant lentement des yeux que lorsque Mark entrait dans son champ de vision. Après une demi-heure d'effort, Mark avait dégagé une surface de la taille d'une talle à manger. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan, les baleines recouvraient presque tout son corps. Réalisant qu'il ne pouvait pas agir seul et que son air s'épuisait, Mark remonta à la surface, essayant de mémoriser leur position. Une fois à bord, il contacta immédiatement l'unité de secours des mammifères marins côtiers par radio. Sa voix tremblait d'urgence. Ici Mark Anderson, plongeur certifié,
à environ 1 mile au nord-est de l'embouchure de Howe Sound. J'ai trouvé une baleine à bosse adulte en état critique. Son corps est presque entièrement couvert de balades, et elle peut à peine bouger. Il y a un baleineau à proximité. Heureusement, la personne à l'autre bout de la ligne était un expert expérimenté. Après avoir confirmé l'état, la taille et la profondeur de la baleine, il assura à Mark qu'une équipe de secours arriverait dans l'heure. Les minutes suivantes semblèrent interminables. Mark faisait régulièrement du snorkeling pour vérifier que les baleines étaient toujours là. Le baleineau semblait comprendre que de l'aide arrivait, il cessa de tourner en rond et resta près de sa mère, la caressant parfois doucement avec sa nageoire. 53 minutes plus tard, un bateau de secours spécialisé pour les mammifères marins apparut à l'horizon. À bord se trouvaient 6 membres d'équipage, 2 vétérinaires spécialisés, 3 sauveteurs et un expert en comportement des cétacés. Après avoir évalué la situation, l'équipe se mit immédiatement au travail. 2 plongeurs munis d'équipements spécialisés entrèrent dans l'eau pour retirer les baleines. Leur racloir hydraulique était bien plus efficace et sûr que le couteau de Mark. Le travail était lent mais méthodique. Les plongeurs se relayaient toutes les heures pour préserver leur air. Avec l'autorisation du chef d'opération, Mark rejoignit les secours, aidant autant qu'il le pouvait. Le baleineau resta proche, semblant observer tout le processus. Une fois la majorité des baleines retirées, les vétérinaires procédèrent à un examen plus approfondi. Ce qu'ils découvrirent les inquiéta profondément. Un léger gonflement était visible sur le flanc de la baleine, chose inhabituelle pour l'espèce. Une échographie sous-marine à l'aide d'un appareil portable révéla un objet étranger dans son estomac. Après une brève consultation, l'équipe décida de transporter immédiatement la baleine au centre de réhabilitation des mammifères marins le plus proche. Ce fut une opération complexe et risquée, la baleine était affaiblie, et tout stress supplémentaire pouvait lui être fatal. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Sans chirurgie d'urgence, ses chances de survie étaient minces. Grâce à des pontons gonflables et un remorqueur, la baleine fut transportée doucement jusqu'à la côte. Le baleineau suivit le bateau tout au long du trajet, sans jamais s'en éloigner. Au centre de réhabilitation, l'équipe vétérinaire procéda immédiatement à l'opération. Ce qu'ils trouvèrent choqua tout le monde, un immense filet de pêche industriel, imbibé de produits chimiques toxiques. L'analyse en laboratoire révéla que le filet avait été traité avec un revêtement anti-salissure extrêmement dangereux, contenant notamment du tributylétain, l'un des polluants marins les plus toxiques. C'était une véritable bombe chimique, expliqua la Dr Chen, vétérinaire en chef, en montrant à Mark les résultats d'analyse. Lorsque la baleine a avalé le filet, les produits chimiques ont commencé à se dissoudre dans son estomac. Les toxines ont pénétré dans son sang et se sont accumulées dans sa graisse, empoisonnant tout son organisme. Les moniteurs montraient les dégâts, son foie était presque 1,5 fois plus gros que la normale et enflammé, ses reins étaient en train de lâcher, et son système immunitaire était pratiquement à l'arrêt, ce qui avait permis la prolifération des baleines. 3 ou 4 jours de plus, et les dégâts auraient été irréversibles, déclara la Dr Chen en secouant la tête. Le poison avait paralysé ses muscles. Sans l'intelligence incroyable du baleineau, et votre aide rapide, nous l'aurions perdu. Mark examina le filet extrait au microscope. Sous la lumière du laboratoire, on voyait clairement les cristaux toxiques incrustés dans les fibres synthétiques. Ce revêtement anti-salissure est interdit depuis le début des années 2000 en raison de sa toxicité extrême, expliqua un technicien du laboratoire. Mais des fabricants peu scrupuleux l'utilisent encore, surtout dans les pays aux réglementations environnementales moins strictes. La mère et son petit passèrent les 3 semaines suivantes dans un bassin de réhabilitation spécial. Mark leur rendait visite presque tous les jours, aidant à prendre soin des baleines et documentant leur rétablissement en vidéo. Peu à peu, les plaies de la baleine adulte guérissaient, les niveaux de toxines baissaient, et le baleineau restait à ses côtés. Le personnel du centre était stupéfait par sa loyauté et son intelligence. S'il n'avait pas insisté pour trouver de l'aide, nous n'aurions jamais su que sa mère était en détresse, disait-il. À la mi-octobre, tous les indicateurs étant redevenus normaux, les baleines furent relâchées dans l'océan. Ce jour-là, il faisait exceptionnellement beau et chaud.
Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées sur le rivage pour assister à ce moment émouvant. Mark filmait depuis un bateau d'escorte. Lorsque les portes du bassin s'ouvrirent, les baleines ne partirent pas immédiatement. Elles restèrent près de l'entrée quelques minutes, comme pour s'habituer à l'idée de liberté. Puis, comme après avoir pris une décision, la mère et le petit plongèrent ensemble et nagèrent vers le large. Soudain, après avoir parcouru une courte distance, elles s'arrêtèrent. Se retournant, les deux baleines bondirent hors de l'eau tour à tour, un saut spectaculaire semblant être un adieu. Pour tous les spectateurs, ce fut un geste de gratitude. Ensuite, elles nagèrent lentement vers le nord, entamant leur long voyage vers les eaux chaudes près d'Hawaï. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de leur sauvetage fit le tour des revues scientifiques et des magazines environnementaux. L'appel à l'aide indépendant du baleineau fascinait particulièrement. Les experts en comportement des cétacés notèrent à quel point ce comportement était rare et intelligent. Mark continua de suivre leur parcours. Grâce à des balises de suivi spéciales, les scientifiques confirmèrent que les baleines étaient arrivées en toute sécurité à Hawaï et avaient rejoint un grand groupe. L'été suivant, un événement incroyable se produisit. Alors que Mark plongeait régulièrement dans la même région, il remarqua un souffle familier à la surface de l'eau. En s'approchant en bateau, il les reconnut, la mère et le baleineau, revenus dans leur zone d'alimentation estivale. Elles semblaient en pleine forme. La mère ne portait qu'une petite cicatrice de l'opération. Elles restèrent près du bateau de Mark pendant près d'une heure, permettant des photos et regardant parfois vers la surface, comme pour poser pour la caméra. Le baleineau, désormais visiblement plus grand, osa même s'approcher et toucha doucement le bateau avec sa nageoire. Cette histoire devint non seulement un symbole de réussite du sauvetage des animaux marins, mais aussi un puissant rappel des dommages causés par l'humain à la vie marine et de la responsabilité d'agir lorsque nous le pouvons.